Quand ce garde-côte repère un mouvement sur une île isolée, il s'approche pour mieux voir et ne peut s'empêcher de crier « Mon Dieu, non !» Le lieutenant Riley Beer en avait vu des situations tendues au cours de sa carrière de 10 ans dans la garde côtière américaine, mais aujourd'hui devait être différent, une simple patrouille au-dessus du Pacifique, rien de plus. L'itinéraire les conduisait près de l'île de Picklo, un atoll de corail isolé situé à environ 160 km au nord-est des îles principales de Yap, connu pour sa beauté intacte et son isolement. L'île recevait rarement des visiteurs. Alors que Riley ajustait légèrement sa trajectoire, l'aéronef survolait cette étendue désolée. Il fixa du regard le sable blanc immaculé, une fine ligne séparant la mer et le ciel. Puis, quelque chose attira son attention, un mouvement furtif, presque imperceptible sur fond d'arbres. Au début, Riley écarta l'idée, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un simple jeu de lumière ou d'un oiseau égaré. Mais en s'approchant du rivage, son regard se posa sur le sable, juste au-delà de la lisière des arbres. Là, gravées dans la plage blanche et immaculée en grandes lettres désespérées, se trouvaient 3 lettres géantes, SOS. « Regarde ça !» s'exclama Riley, la voix tendue, en pointant du doigt à son copilote, le lieutenant Justin Doig. SOS. Quelqu'un est en détresse là-bas. Les yeux de Justin s'agrandirent alors qu'il se penchait pour mieux voir la scène. Ce n'est pas un simple message. Ils sont bloqués ici, ou pire. Riley ajusta les commandes et ralentit l'hélicoptère en effectuant un cercle plus bas. On va appeler du renfort et mobiliser les secours, mais voyons d'abord de quoi il s'agit. Justin hocha la tête, déjà en train de saisir la radio. Lorsque l'appareil descendit encore, le mouvement qui avait attiré l'œil de Riley devint plus distinct. Près du centre de l'île, il aperçut quelque chose d'incontestable, des gens. « Les gars, regardez ça !» lança Riley, son pouce accélérant, une boule se formant dans son estomac. Il ne devrait y avoir personne ici. Picklo est censé être inhabité. En s'approchant, le cœur de Riley se serra. 3 silhouettes se tenaient sur l'île, agitant les bras frénétiquement. Même depuis les airs, il était évident qu'ils étaient émaciés. Leur jet était désespéré, empreint d'une urgence brute qui fit frissonner Riley. Un bateau était échoué sur le sable. « Mon Dieu, non !» souffla-t-il. Ils ont l'air d'être ici depuis une éternité. L'hélicoptère de la garde côtière tournait en cercle au-dessus de l'île de Picklo tandis que Riley Beer et son équipage observaient la scène en contrebas. Les 3 naufragés, une femme et 2 hommes, agitaient désespérément les bras pour attirer l'attention de leurs visiteurs inattendus. Leur corps amaigri et leurs vêtements en lambeaux montraient clairement qu'ils étaient bloqués ici depuis longtemps. Le choc initial de Riley laissa place à un profond sentiment d'urgence. Ces naufragés avaient besoin d'aide, et vite. En descendant davantage l'appareil pour mieux voir, la situation sur le terrain lui apparut encore plus préoccupante. La surface plane et sablonneuse de l'île n'offrait que très peu de protection contre les éléments, et les palmiers denses en son centre suggéraient que leur unique abri était une cabane de fortune, bricolée avec les débris rejetés par la mer. Ce n'était pas un endroit où un être humain pouvait survivre longtemps. « Il faut les évacuer immédiatement », dit Riley, sa voix durcie par la détermination. « Leur état n'est pas bon. » Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un rapide coup d'œil à l'horizon lui fit comprendre que leur mission allait être encore plus compliquée. Le ciel, auparavant dégagé, s'assombrissait rapidement. Il voyait déjà les signes inquiétants d'une tempête imminente. Des nuages menaçants s'accumulaient, leurs formes noires s'étendant à grande vitesse en se rapprochant, accompagnés de rafales de vent qui faisaient tanguer l'hélicoptère. Justin, le copilote, remarqua lui aussi le changement. « Riley, on a un problème qui arrive par le sud-ouest », annonça-t-il en consultant le radar météorologique. Un front orageux se déplace rapidement. Ça pourrait être viol. La mâchoire de Riley se crispa. Combien de temps avant qu'elle nous atteigne, demanda-t-il, même s'il devinait déjà la réponse. Justin scruta les instruments et ajusta la portée du radar. 30 minutes tout au plus. Si on reste plus longtemps, on sera pris en plein dedans. Son expression était grave. Elle avance plus vite que prévu. Riley serra fermement les commandes, son esprit en ébullition. Il ne faisait aucun doute que les naufragés avaient un besoin urgent d'aide, mais une opération de sauvetage dans ces conditions météorologiques devenait dangereuse, pour l'équipage comme pour les rescapés. Les rafales rendaient presque impossible l'utilisation d'un treuil, et avec la mer qui s'agitait, un amérissage était hors de question. De plus,
Les hélicoptères de renfort nécessaires pour un sauvetage sécurisé ne pouvaient pas être envoyés dans de telles conditions. Déposez une radio et des provisions d'urgence, ordonna Riley. Il faut les stabiliser jusqu'à ce qu'on puisse revenir. L'équipage prépara rapidement un colis contenant de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et une radio bidirectionnelle, en l'emballant soigneusement pour supporter la chute. Riley effectua une descente, maintenant l'appareil en vol stationnaire au-dessus d'une zone plate de l'île, et l'équipe lâcha le colis. Il toucha le sable à quelques mètres des naufragés, qui se précipitèrent pour le récupérer. Alors que les 3 silhouettes déchiraient l'emballage du colis, une voix crépita dans la radio. « Vous nous entendez ?» lança Riley dans son micro, l'angoisse lui nouant le ventre. La réponse vint, faible et tremblante. « Nous vous entendons, merci, s'il vous plaît, aidez-nous. »« Nous sommes les gardes-côtes américains, » dit Riley, gardant une voix posée malgré l'urgence qui lui serrait la poitrine. « Nous sommes là pour vous aider, mais une tempête approche. Nous devons retourner à la base, mais nous reviendrons dès qu'elle sera passée. Nous avons largué des provisions d'urgence pour vous aider à passer la nuit, nourriture, eau et une trousse médicale. » Le silence qui suivit fut ponctué de parasites. Puis la même voix revint, chargée de désespoir. « Non, ne nous laissez pas, s'il vous plaît. Nous sommes ici depuis 33 jours, mangeant tout ce que nous pouvons attraper, rats, conques, et buvant de l'eau de pluie. Mais le taux de sucre dans le sang de Rita est très bas. Nous avons besoin d'aide, je vous en prie. » Riley avala sa salive, une boule de culpabilité se formant dans son estomac. « Nous n'avons pas le choix, dit-il, la voix tendue. La tempête se rapproche et il est trop dangereux d'effectuer un sauvetage maintenant. Nous reviendrons vous chercher. » La tempête approchante se fit encore plus sentir. Les rafales de vent se renforcèrent, secouant l'appareil, et Riley vit les naufragés trébucher alors que les premières gouttes de pluie commençaient à marteler le sable. La température sembla chuter en quelques instants, l'air désormais chargé de l'énergie de l'orage imminent. « Riley, on doit y aller, » dit Justine d'un ton pressant. « La visibilité va bientôt chuter et nous ne pourrons plus naviguer en toute sécurité si nous ne devançons pas cette tempête. » Riley hésita une fraction de seconde, les yeux fixés sur les silhouettes en bas qui s'accrochaient aux provisions comme à une bouée de sauvetage. Puis, à contre-séhur, il guida l'appareil loin de l'île. Il jeta un dernier regard en arrière, voyant les nuages sombres s'amonceler comme un rideau déferlant, effaçant la minuscule parcelle de terre. L'averse arriva quelques instants plus tard, intense et implacable, masquant même l'océan en contrebas. Un sentiment d'impuissance le rongeait. Abandonner les naufragés lui semblait une erreur, mais la tempête ne leur laissait pas le choix. Toute tentative de descendre un treuil de sauvetage dans ces conditions aurait été suicidaire, les vents violents risquant de fouetter le câble de façon incontrôlable et rendant impossible la sécurisation d'un rescapé. Une telle manœuvre aurait pu projeter un naufragé, ou même un membre de l'équipage, dans l'océan ou contre la carlingue de l'appareil. Alors qu'il retournait à la base aérienne d'Andersen, à Ghan, à près de 500 km de là, Riley ne pouvait s'empêcher de rejouer la scène encore et encore dans son esprit, les silhouettes désespérées sur le sol, leurs appels à l'aide à peine audibles à travers les parasites de la radio. Ce n'étaient pas seulement les obstacles techniques imposés par la tempête qui le hantaient. C'était aussi l'aspect humain. Savoir que 3 personnes luttaient pour leur survie, et qu'ils venaient de s'éloigner. La seule chose qui le réconfortait, c'était de savoir qu'ils avaient laissé aux naufragés suffisamment de provisions pour tenir jusqu'au lendemain. Des patrouilles supplémentaires et des hélicoptères de soutien étaient déjà en train d'être organisés pour le lendemain. Quelques heures plus tard, alors que l'appareil atterrissait sur la base, la pluie se mit à fouetter les vitres du terrain d'aviation. Riley sortit du cockpit, sentant la morsure du vent froid sur son visage. Il savait que dans les heures à venir, il resterait éveillé, incapable de chasser cette sensation qu'ailleurs, sur cette île désolée, 3 vies étaient suspendues à un fil, affrontant la tempête seule. Riley ne pouvait effacer l'image obsédante des silhouettes amaigries agitant les bras pour demander de l'aide. Il se demandait comment elles avaient pu survivre aussi longtemps dans un environnement aussi hostile. La transmission radio avait laissé entendre l'ampleur de la situation, déshydratation, famine et exposition aux éléments. Il imaginait leur lutte quotidienne pour trouver juste assez de nourriture et d'eau pour continuer. Il fit son rapport à l'équipage, qu'il écouta attentivement alors qu'il décrivait l'état des naufragés. Justine secoua la tête. C'est incroyable qu'ils aient survécu aussi longtemps. La chaleur, le manque d'eau potable, ça aurait brisé la plupart des gens.
Les gardes-côtes se préparèrent à envoyer des hélicoptères pour surveiller l'île durant la nuit, larguant des provisions supplémentaires si nécessaire, tout en coordonnant un sauvetage complet pour le lendemain. La mission était désormais claire, sortir ces personnes de l'île au plus vite. La nuit fut agitée pour Riley. Allongé dans sa couchette, il revivait sans cesse la scène désespérée sur l'île. Il pensait à la façon dont les naufragés avaient réussi à survivre si longtemps, s'accrochant uniquement à leur volonté de vivre. Il devait être terrifié chaque fois que l'horizon s'assombrissait, chaque nuit leur rappelant que le secours pourrait ne jamais venir. En pleine nuit, Riley se réveilla en sursaut et sortit marcher sur le terrain d'aviation, où un vent léger agitait les arbres. Il y observa un hélicoptère revenir d'une mission de ravitaillement. Le pilote descendit de l'appareil avec une expression épuisée. « Ils tiennent le coup », rapporta le pilote. Mais de justesse. Le lendemain matin, le temps s'était suffisamment éclairci pour que Riley et son équipage puissent lancer l'opération de sauvetage. L'hélicoptère vola bas au-dessus de la mer agitée, le vent poussant contre l'appareil alors qu'il approchait de l'île de Pico. Les mains de Riley agrippaient fermement les commandes, ses nerfs tendus à l'approche de cette mission périlleuse. L'hélicoptère se maintint en vol stationnaire au-dessus de l'île, les naufragés paraissant encore plus affaiblis sous la lumière crue du jour. Leur peau était pâle, leurs yeux enfoncés, et les vêtements sur leur dos pendaient en lambeaux. Le cœur de Riley se serra en voyant la femme avancer en titubant, ses mouvements lents et maladroits. Ils descendirent le treuil, envoyant un harnais pour hisser chaque personne en sécurité. Le premier homme, les mains tremblantes d'épuisement, s'accrocha au harnais tandis qu'il était hissé. Lorsqu'il fut tiré à l'intérieur de l'hélicoptère, sa respiration était faible, ses membres tremblants de soulagement et de fatigue. Vint ensuite la femme. Le pouls de Riley s'accéléra alors qu'elle peinait à s'attacher au harnais. L'équipage dut descendre le treuil avec plus de précaution pour elle, tant ses gestes étaient lents et désordonnés. Lorsqu'elle fut soulevée dans les airs, elle semblait presque sans poids, une silhouette fragile suspendue entre la vie et la mort. À son arrivée dans l'hélicoptère, les médecins contrôlèrent immédiatement ses signes vitaux et lui administrèrent un traitement d'urgence. Le dernier homme fut remonté avec difficulté, son corps oscillant au gré des mouvements du treuil. Lorsqu'il s'effondra enfin sur le sol de l'hélicoptère, ses yeux étaient rouges et vitreux, mais un léger sourire apparut alors qu'il murmura « Merci ». L'hélicoptère fonça vers la côte, transportant sa précieuse cargaison. Riley resta près des naufragés, surveillant leur état tandis que les médecins s'efforçaient de les stabiliser. La femme était dans le pire état, sa respiration encore faible et son pouls irrégulier. Les médecins lui administrèrent du glucose pour augmenter son taux de sucre, tout en gardant un œil attentif sur ses signes vitaux. Riley hocha la tête, le visage grave. « Vous êtes en sécurité maintenant. On va vous emmener à l'hôpital. » À l'approche du continent, la vue de la côte emplit Riley de soulagement. L'épreuve des naufragés touchait à sa fin, et ils allaient enfin recevoir les soins dont ils avaient désespérément besoin. L'hélicoptère atterrit à l'établissement médical, où médecins et infirmiers se précipitèrent à leur rencontre. Riley aida à transférer les naufragés sur des brancards, son regard s'attardant sur la femme. Elle était à peine consciente, mais les médecins le rassurèrent, elle était stable. « C'est un miracle qu'il s'en soit sorti », déclara l'un des médecins en secouant la tête, incrédule. Dans les jours qui suivirent, les naufragés entamèrent leur lente convalescence à l'hôpital. Riley leur rendit visite, espérant en apprendre davantage sur leur périple. Les détails restaient flous, des bribes d'un récit terrifiant qui laissait encore de nombreuses questions sans réponse. Ils racontèrent comment ils avaient pris la mer entre Pula et les atolls de Pulap à bord de leur embarcation de 7 mètres, mais avaient manqué de carburant et dérivé loin de leur route. Finalement, ils avaient trouvé refuge sur la minuscule île inhabitée de Pelot, à près de 200 km de leur point de départ. Pendant des semaines, ils avaient survécu en construisant un abri de fortune et en attrapant tout ce qu'ils pouvaient pour se nourrir. Chaque jour était une lutte pour tenir, et il y avait eu des moments où ils pensaient ne jamais s'en sortir. L'état de la femme s'était détérioré, obligeant les deux hommes à prendre soin d'elle du mieux qu'ils pouvaient. En écoutant leur histoire, Riley ressentit une profonde admiration pour leur résilience. Leur survie témoignait de l'endurance humaine, un refus d'abandonner, même face à des épreuves apparemment insurmontables. Malgré tout, ils s'étaient accrochés à l'espoir, et cela avait tout changé. La patrouille frontalière américaine poursuivit son enquête sur les circonstances du voyage des naufragés. Mais pour Riley, les détails importaient peu. Il avait été là pour sauver des êtres humains en détresse, et cela lui suffisait. Pour Riley Beer et son équipage,
ce sauvetage resterait gravé dans leur mémoire pendant des années. La vision de ces 3 silhouettes fragiles agitant les bras depuis une île censée être inhabitée les avait marqués. Cela leur avait rappelé que parfois, les plus petits signaux pouvaient mener aux plus grands actes de courage, une incroyable histoire de sauvetage et de résilience humaine. Pensez-vous que vous auriez survécu sur une île comme celle-ci? Pourquoi ou pourquoi pas? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.